Dans cette vidéo, nous allons parler de polynômes scindés et de relations coefficient-racine. C'est surtout la partie relation coefficient-racine qui va nous intéresser. Nous commençons par donner la définition de polynôme scindé, mais nous en donnerons relativement peu de propriétés et nous reviendrons sur cette notion beaucoup plus en détail dans des parties futures. On dit qu'un polynôme P est scindé s'il peut s'écrire comme un produit de polynôme de degré 1, ou alors éventuellement s'il est nul. Cette définition est très simple à retenir, c'est une définition en français, mais bien sûr il faut savoir la caractériser avec des quantificateurs. Nous obtenons donc une première écriture possible qui est celle-ci. Un polynôme est donc scindé s'il s'écrit comme un produit de polynômes de la forme AI grand X plus BI, qui sont tous des polynômes de degré 1 si AI n'est pas nul, ou des polynômes nuls si AI et BI sont nuls. Donc le cas du polynôme nul est compris dans cette définition, dans cette écriture. Si P n'est pas nul, eh bien, il s'agira de prendre tous les AI non nuls pour que ce soit bien des polynômes de degré 1. Si les AI sont nuls mais pas les BI, eh bien, vous ne faites que multiplier par une constante, ce qui ne rend pas cette définition fausse. Cela dit, cette écriture est rarement utilisée car elle présente deux inconvénients. Nous ne voyons pas le coefficient dominant de P sur cette écriture et nous ne voyons pas non plus les racines. Nous préférerons donc en général utiliser cette seconde écriture. Il existe un coefficient lambda dans K, et des scalaires alpha 1, alpha n dans K aussi, donc, tel que P est égal à lambda fois le produit des x moins alpha i. Si lambda est nul, alors P est nul, c'est bien un polynôme scindé par définition. Si lambda n'est pas nul, alors P est bien un produit de polynôme de degré 1. Sur cette écriture, nous voyons ici en lambda le coefficient dominant du polynôme. Ça n'est ni plus ni moins que le produit de tous les AI lorsque nous partons de l'écriture numéro 1. Et ici, les alpha i, eh bien, ce sont les racines du polynôme P. Donc nous les avons ici en facteur. En partant de l'écriture numéro 1, les alpha i, ce sont les moins BI sur AI, dans le cas où les AI ne sont pas nuls. C'est donc en général cette écriture que nous privilégierons. Cela dit, on peut encore en donner une troisième, car en effet, dans l'écriture numéro 2, les alpha i ne sont pas nécessairement distinctes. Si l'on veut une écriture où l'on met bien à part les racines qui sont distinctes, nous obtenons une troisième écriture. Nous pouvons cette fois-ci toujours considérer un coefficient dominant lambda, mais prendre des alpha 1 jusqu'à alpha r des scalaires 2 à 2 distincts, et introduire des entiers non nuls naturels m1 jusqu'à mr, tel que P est égal à lambda fois le produit des i allant de 1 à r, des x moins alpha i, le tout à la puissance mi. Donc ça n'est que l'écriture numéro 2, où nous avons rassemblé par paquet les racines qui étaient égales, ce qui nous donne un exposant mi. Pour récapituler, si P est un polynôme scindé en supposant qu'il est non nul, puisque bien sûr le polynôme nul est scindé par définition, mais il n'a pas du tout les mêmes propriétés que les autres polynômes scindés. Alors donc si P est scindé et non nul, et uniquement dans ce cas, je me place bien dans ce cas pour les propriétés qui suivent, eh bien dans l'écriture numéro 2, les alpha i ne sont pas nécessairement distinctes, mais si nous regardons le degré de P est égal à un produit de n polynômes de degré 1, donc le degré de P est égal à n. D'une certaine manière, P a autant de racines que son degré, si nous supposons que nous prenons des racines qui ne sont pas forcément distinctes. Dans l'écriture numéro 3, par contre, les alpha i sont supposés 2 à 2 distinctes. X moins alpha i puissance mi, c'est le plus gros facteur avec le plus gros exposant en x moins alpha i qui va diviser P. Par définition, mi est donc la multiplicité de alpha i. En ce qui concerne le degré de P est égal à la somme des degrés des facteurs dans le produit, donc degré de P est égal à la somme des mi. Le degré de P est égal à la somme des multiplicités de ses racines. Dans tous les cas, et j'insiste bien seulement si P est scindé et non nul, dans tous les cas donc, on dit souvent que P a autant de racines que son degré, en comptant chaque racine autant de fois que sa multiplicité. Donc P a degré de P racines en prenant en compte la multiplicité des racines. Bien sûr, la question naturelle qui se pose après cette définition est la question suivante. Tous les polynômes sont-ils scindés ? Eh bien maintenant, nous allons devoir distinguer les deux cas suivants, soit notre corps de base c'est R, soit c'est C, car la réponse va être différente suivant ces deux cas. Dans C crochet X, la réponse est oui. C'est un théorème que nous allons énoncer plus tard dans ce chapitre, mais que nous ne démontrerons pas, sa démonstration est hors programme.
Il en existe d'ailleurs beaucoup de démonstrations différentes, mais qui sont toutes relativement longues. Ce théorème s'appelle théorème de d'Alembert-Gauss ou théorème fondamental de l'algèbre. Alors s'il s'appelle ainsi, c'est parce qu'il est réellement fondamental, il est à peu près incontournable, vous l'utiliserez beaucoup cette année, mais aussi beaucoup en spé, en particulier dans le chapitre d'algèbre linéaire sur la réduction des endomorphismes. Donc même sans le démontrer, nous allons l'énoncer et nous allons beaucoup l'utiliser. Mais dans R crochet X, eh bien non, les polynômes ne sont pas tous scindés. L'exemple classique, c'est le polynôme 1 plus x carré. Pourquoi n'est-il pas scindé? Car nous avons dit, c'est encore écrit page de gauche, qu'un polynôme scindé avait autant de racines que son degré. Donc si 1 plus x2 n'avait été scindé, il devrait avoir 2 racines réelles puisque nous sommes ici dans R crochet X. Or ce polynôme n'a pas de racines réelles. Nous le savons puisque bien sûr ces racines ce sont i et moins i. Et il n'existe aucun réel dont le carré est égal à moins 1. Comme exemple de polynôme non scindé, vous pourriez prendre n'importe quel polynôme de degré 2 qui n'a pas de racine réelle. Je ne vais pas en dire plus ici sur les polynômes scindés, c'est une notion très importante et nous reviendrons dessus dans des vidéos de ce chapitre un tout petit peu plus tard. En attendant, nous allons passer aux relations coefficients-racines. Ces relations, elles sont usuellement appelées relations coefficients-racines, mais on les appelle également relations de Viette, du nom de François Viette, mathématicien français du XVIe siècle, qui est l'un des premiers, probablement le premier, à s'être intéressé à ces relations, et en tout cas à les avoir formalisées. Comme leur nom l'indique, ces relations vont relier les coefficients d'un polynôme et ses racines, mais nous n'allons les étudier que dans le cas d'un polynôme scindé. Donc dans toute la suite, nous allons prendre P dans K crochet X, scindé. Évidemment, nous allons le prendre non nul, sinon ça n'est pas très intéressant. Et nous allons noter D son degré. Il existe un énoncé général qui relie les coefficients et les racines d'un tel polynôme. Cet énoncé, nous allons le voir à la fin de cette vidéo. Il est au programme. La démonstration est assez délicate à écrire, elle est un peu technique. Les relations sont également un peu pénibles à apprendre par cœur. Donc, je ne vous conseille pas de les apprendre par cœur, mais par contre, vous devez savoir les retrouver assez rapidement. Pour bien comprendre comment les retrouver et comment on les obtient déjà, nous allons procéder degré par degré. Nous allons voir quelles sont ces relations lorsque le degré de B est égal à 2, puis nous passerons à 3 et à 4, et enfin nous extrapolerons pour donner les relations dans le cas général. Commençons par le cas où le degré de P est 2. Donc nous allons utiliser deux écritures de P. D'une part, l'écriture sous forme développée réduite, donc P va s'écrire sous la forme A0 plus A1x plus A2x2, mais aussi son écriture factorisée puisque nous avons supposé que P était scindé. Nous allons l'écrire lambda fois x moins une première racine alpha 1 fois x moins la deuxième racine alpha 2. Alors le raisonnement que nous allons faire maintenant, nous l'avons déjà fait dans le cours sur les complexes, et vous allez voir que les relations coefficients-racines lorsque le degré de P est égal à 2, vous les connaissez déjà. C'est le cas le plus important, celui-ci vous devez réellement le connaître par cœur. Donc nous avons déjà fait le calcul qui va suivre, nous allons tout simplement développer la dernière écriture de P, nous obtenons lambda facteur de x carré, alors je vais peut-être commencer par le coefficient constant, facteur de alpha 1 alpha 2 moins alpha 1 plus alpha 2 x plus x2. Et nous allons maintenant tout simplement identifier la première écriture et la dernière. Première identification que nous allons faire, nous allons identifier les coefficients dominants. Donc nous voyons que le coefficient dominant de P c'est A2. Si nous développons la troisième ligne, le coefficient dominant c'est exactement lambda fois x2. Donc nous avons une première identification, lambda est égal à A2. Alors j'ai oublié de l'écrire précédemment, mais bien sûr ici, si notre polynôme P est de degré 2, eh bien son coefficient dominant A2 n'est pas nul. Nous pouvons donc diviser par A2 si nous le souhaitons. Ensuite, nous identifions les coefficients constants de ces deux écritures, c'est-à-dire lambda fois alpha 1, alpha 2 est égal à A0. Souvent nous l'écrivons plutôt comme ça, alpha 1 fois alpha 2 est égal à A0 divisé par lambda, donc divisé par A2 via la première identification. Et puis pour finir, moins alpha 1 plus alpha 2 est égal à
A1, à condition bien sûr à nouveau de bien penser à diviser par A2. Donc nous obtenons l'écriture alpha 1 plus A2 est égal à moins A1 sur A2. Autrement dit, le produit des deux racines est égal au coefficient constant de P divisé par son coefficient dominant, et la somme des deux racines est égale à moins son coefficient de degré 1 divisé par son coefficient dominant. Les deux quantités alpha 1 et alpha 2, nous voyons que ce sont des polynômes symétriques en alpha 1 et alpha 2. Des polynômes car il n'y a que des produits et des sommes de ces deux quantités, ou des mises à la puissance éventuellement, même si ici nous ne le voyons pas. Et symétriques car dans ces deux quantités, alpha 1 et alpha 2 jouent des rôles, symétriques, jouent exactement les mêmes rôles. Vous pouvez échanger l'une pour l'autre et vous obtiendrez le même résultat. Ces deux quantités, on les note souvent de la manière suivante. On note sigma 2, le produit alpha 1, alpha 2, et sigma 1, la quantité alpha 1 plus alpha 2. Alors sigma, c'est pour symétrique, c'est la lettre grecque qui est utilisée couramment dans cette situation. Et les indices indiquent le degré des termes qui interviennent dans ces quantités. Alpha 1 est un terme de degré 1 en alpha 1 et alpha 2 aussi. Donc alpha 1 plus alpha 2 est un polynôme de degré 1 en les alpha i. Donc il est noté sigma 1. Par contre, alpha 1 fois alpha 2, c'est un produit de deux termes. Parmi les alpha i, c'est un polynôme, c'est un terme de degré 2, d'où la notation de sigma 2. Donc, ce que je vais ici encadrer en rouge, ce sont les relations coefficient-racine dans le cadre d'un polynôme de degré 2. Et vous remarquez que nous les avons déjà vus dans le cas des complexes. Nous avons déjà vu ces relations dans le chapitre sur les complexes. Nous l'avons présenté comme ceci, mais nous l'avons beaucoup utilisé en disant si nous avons deux complexes alpha 1 et alpha 2 et que nous connaissons leur somme et leur produit, alors nous savons que alpha 1 et alpha 2 sont les racines d'un certain polynôme, ce qui nous permet ensuite de calculer alpha 1 et alpha 2. C'est exactement ce que nous venons de faire là. Passons maintenant au cas où le degré de P est égal à 3. Nous allons procéder exactement comme dans le cas où le degré de P est égal à 2. Nous commençons par écrire P sous deux formes. Sa forme développée, A0 plus A1x plus A2x2 plus A3x3, où nous voyons donc ses coefficients, et puis sa forme réduite, où là par contre nous voyons les racines, donc lambda fois x moins alpha 1, x moins alpha 2, x moins alpha 3. Alors je précise tout de suite que A3 n'est pas nul, sinon notre polynôme ne serait pas de degré 3. Et puis, comme tout à l'heure, nous savons que lambda et A3 sont tous les deux le coefficient dominant de P, donc ils sont égaux. Ce qui nous permet tout de suite, dans la dernière écriture, de remplacer lambda par A3. Maintenant, nous allons développer toute cette écriture. Nous pourrions développer les deux premières parenthèses, et puis ensuite faire le produit avec la troisième. Je ne vais pas procéder ainsi pour que l'on comprenne peut-être un peu mieux d'où vont venir les différents coefficients. Alors, bien sûr, nous allons avoir A3 en facteur de tout ce qui va suivre. Je vais commencer par déterminer le terme constant de ce produit développé. Pour cela, je vais réfléchir un peu comment obtenir un terme constant en multipliant ces trois parenthèses. Je suis obligé de choisir le terme constant dans chaque parenthèse, sinon, si j'obtiens un terme en grand X, je n'aurai pas un terme constant. Donc le seul terme constant qui va apparaître, c'est moins alpha 1 fois moins alpha 2 fois moins alpha 3. Donc moins alpha 1, alpha 2, alpha 3. Je vais procéder de la même manière pour déterminer le terme de degré 1. Comment est-ce qu'en développant ces trois parenthèses, je vais obtenir des termes de degré 1 ? Eh bien, il faut choisir grand X dans l'une des trois parenthèses et les deux termes constants dans les deux autres parenthèses. Donc nous allons obtenir trois termes. Je peux choisir moins alpha 1 et moins alpha 2 dans les deux premières parenthèses, ou alors je choisis moins alpha 1 et moins alpha 3 dans la première et la dernière parenthèse, ou alors alpha 2 et alpha 3 dans les deux dernières parenthèses. Donc j'ai bien trois termes. Le premier qui correspond au cas où j'ai pris grand X dans la dernière parenthèse, le second lorsque j'ai pris grand X dans la deuxième parenthèse, et le dernier lorsque j'ai pris grand X dans la première parenthèse. Et nous continuons ainsi pour le terme de degré 2. Obtenir un terme de degré 2, cette fois-ci, c'est choisir deux fois grand X dans les trois parenthèses et un terme constant dans l'autre parenthèse. Nous allons donc obtenir un signe moins, et puis alpha 2 fois alpha 3, autant pour moi. Alpha 1 lorsque j'ai pris moins alpha 1 dans la première parenthèse et x dans les deux autres.
Moins alpha 2, donc avec le moins facteur, je rajoute plus alpha 2 lorsque c'est dans la seconde parenthèse que j'ai pris un terme constant et dans les deux autres j'ai pris x. Et puis donc alpha 3 lorsque le terme constant a été pris dans la troisième parenthèse. Pour le terme de degré 3, c'est plus simple. Il faut choisir grand X dans ces trois parenthèses-là, dans les trois termes, et nous n'obtenons qu'un seul terme en x3. Donc voici notre écriture développée. Et comme dans le cas où le degré de p est égal à 2, nous allons identifier les différents termes de ces deux écritures, donc celle de la première ligne et celle de la dernière ligne. Commençons par les coefficients constants. A0 est égal à A3 fois le produit des trois racines fois moins 1, ce qui nous permet de donner ici cette première ligne, moins A0 sur A3 est égal à alpha 1, alpha 2, alpha 3. Et nous continuons avec les termes de degré 1, qui nous permettent d'obtenir A1 sur A3 égale alpha 1, alpha 2 plus alpha 1, alpha 3 plus alpha 2, alpha 3. Et enfin, pour les termes de degré 2, nous obtenons moins A2 sur A3 égale à alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3. Donc nous pouvons remarquer plein de choses là-dessus. Déjà, nous voyons que les signes dans les formules alternent. Nous avons ici un moins, ici un plus, ici un moins. Cette alternance est beaucoup plus claire ici en degré 3 qu'en degré 2, mais elle existait déjà dans les formules de degré 2. Si vous regardez dans la page de gauche, nous avions un plus et un moins, donc il y a tout de même cette alternance. Ensuite, les membres de droite, ce sont toujours des polynômes, en les racines. Le premier terme, c'est un polynôme de degré 3 en les trois racines. Dans la seconde ligne, nous avons des polynômes de degré 2. Et dans la dernière ligne, un polynôme de degré 1, que des termes de degré 1. Et à chaque fois, ces polynômes sont symétriques en les racines. Vous pouvez échanger les numéros, vous obtiendrez toujours le même résultat. Donc nous allons adopter les mêmes écritures avec sigma, les mêmes notations que pour les polynômes de degré 2. Dans la première ligne, le produit de toutes les racines est appelé sigma 3, car c'est un polynôme symétrique de degré 3 en les trois racines. Le second terme est appelé sigma 2, et le dernier terme est appelé sigma 1. Donc ce qui est encadré en rouge, ce sont les relations de Viette, ou les relations coefficient-racine pour un polynôme de degré 3. Alors vous voyez déjà que ça se complique un peu par rapport au degré 2. En degré 2, c'était assez simple, nous avions le produit et la somme des racines. Ici, nous avons toujours le produit et la somme des racines, qui sont sigma 1 et sigma 3, mais entre les deux, nous avons sigma 2 qui ne porte pas vraiment de nom, c'est le polynôme symétrique de degré 2 en les racines. En tout cas, nous pouvons faire le même type d'exercice qu'en degré 2, et nous en ferons d'ailleurs un exemple à la fin de cette vidéo. Si nous avons trois complexes et que nous connaissons leur somme, leur produit et leur sigma 2, alors ces trois complexes sont les racines d'un polynôme de la forme au-dessus de la page de droite. Et si nous savons calculer les trois racines de ce polynôme, nous avons résolu notre problème. Quels sont les complexes dont on connaît la somme, le produit et le sigma 2. Je vais encore détailler le cas où le degré de p est égal à 4, et après ce dernier exemple concret, nous passerons à la formulation générale. Donc lorsque le degré de p est égal à 4, comme dans les deux précédents cas, j'écris p sous deux formes, la forme développée et la forme factorisée. Je vais développer la forme factorisée et identifier à la première ligne. Donc je vais obtenir A4 en facteur d'un tas de termes, et je vais développer le produit de ces quatre parenthèses. Qu'est-ce que j'obtiens comme terme constant? J'obtiens moins alpha 1 fois moins alpha 2 fois moins alpha 3 fois moins alpha 4, c'est-à-dire le produit des quatre racines. Et puis je passe au terme de degré 1. Ce terme de degré 1, j'observe que je peux l'obtenir en choisissant un grand X dans l'une des quatre parenthèses et trois termes constants dans les trois autres parenthèses. Donc à chaque fois, nous allons avoir des termes en moins alpha i fois moins alpha k fois moins alpha j, c'est-à-dire 3 fois moins, donc il y aura un moins devant. Et puis je vais choisir de toutes les manières possibles 3 indices parmi les 4. Donc si je choisis x dans la dernière parenthèse, je vais avoir alpha 1, 2 et 3. Si je choisis x dans l'avant-dernière parenthèse, en termes constants, j'ai alpha 1, 2, 4. Si je choisis x dans la seconde parenthèse, j'obtiens alpha 1, 3 et 4.
Et pour finir, si je prends x dans la première parenthèse, j'obtiens alpha 2, 3 et 4. Tout ça, ce sont mes termes de degré 1. On passe au degré 2, on choisit x dans deux parenthèses et un terme constant dans deux parenthèses, ce qui va nous faire des termes en alpha i, enfin moins alpha j, donc avec un plus. Alors je peux obtenir alpha 1 et 2, ou 1 et 3, ou 1 et 4. Ça, ce sont pour tous les termes qui vont contenir alpha 1. Il y aura aussi alpha 2 et 3, et alpha 2 et alpha 4. Et pour finir, alpha 3, alpha 4. J'ai ici 6 termes, c'est normal. 6 est égal à 2 parmi 4. Or ici, j'ai autant de termes que de manières de choisir 2 fois x parmi les 4 parenthèses. Nous arrivons ensuite au terme en x3, un peu plus court, puisqu'ici, il va suffire de choisir x dans 3 parenthèses, et donc il n'y a qu'une parenthèse où nous allons prendre un terme constant. Donc soit c'est moins alpha 1 que nous prenons comme terme constant, soit c'est moins alpha 2, soit c'est moins alpha 3, soit c'est moins alpha 4. Nous obtenons donc ici directement moins la somme des 4 racines. Et pour terminer, bien sûr, nous avons plus x4. Il n'y a plus qu'à identifier. L'identification se fait comme dans les cas précédents. Nous obtenons A0 sur A4 égale à alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, que nous allons appeler sigma 4, bien sûr, puis moins A1 sur A4 égale alpha 1, alpha 2, alpha 3, etc., qui va être appelé alpha 3, sigma 3, pardon. A2 sur A4, c'est le terme en sigma 2, et moins A3 sur A4, c'est le terme que nous appellerons sigma 1. Et nous avons donc ici les relations coefficients-racines pour un polynôme de degré 4. Donc là encore, ça devient un petit peu plus compliqué, car il y a 4 équations avec des sigma 2, sigma 3 qui ne sont pas forcément si simples à écrire. Là encore, nous remarquons qu'il y a une alternance dans les signes, plus, moins, plus, moins. Nous voyons maintenant que pour la 3e fois d'affilée, c'est bien sigma 1 qui est relié à un signe moins, donc cela nous donnera un point de départ constant. Et voilà, donc maintenant nous allons pouvoir extrapoler et deviner, et formuler les relations coefficients-racines dans le cas général. Dans le cas général, nous écrivons P sous ces deux formes, développée et factorisée, nous développons la forme factorisée et nous identifions. Alors je ne vais pas le détailler ici, c'est évidemment relativement pénible à écrire, mais si vous avez bien compris comment cela fonctionne dans les 3 cas précédents, finalement ça marche pareil. C'est juste le fait que n soit inconnu et que nous ayons des petits points à remplacer, évidemment, dans une démo rigoureuse par des symboles sommes ou des symboles produits, qui rend les choses un peu compliquées. Nous allons obtenir les mêmes relations que précédemment. Alors je vais commencer par sigma 1, c'est elle qui nous sert de repère. Sigma 1 est toujours égal à moins le terme de degré n-1 sur le terme de degré n, c'est-à-dire le coefficient dominant. Donc nous allons toujours commencer par sigma 1 parce que sigma 1, il y a toujours ce moins. Et ensuite nous savons que nous avons une alternance des signes. Donc le problème dans les alternances, c'est de savoir où on commence, après ça se fait tout seul. Donc après, sigma 2, ce sera un plus, et ce sera évidemment an-2 sur an. Sigma 3, ce sera un moins, et ce sera an-3 sur an. Alors je ne vais pas en écrire plus, mais après évidemment, à l'autre bout, nous allons arriver jusqu'à sigma n-1, qui est égal donc à A1 sur an. Alors quel signe? Eh bien pour sigma 1 nous avons moins, pour sigma 2 nous avons plus, pour sigma 3 nous avons moins. Nous voyons que la parité de ce signe est reliée à la parité de l'indice de sigma. Donc c'est un moins 1 puissance n-1. Et sigma n, ce sera donc moins 1 puissance n fois A0 sur an. Donc voici les relations coefficients-racines dans le cas général. Bien sûr, il nous reste à savoir écrire correctement ce que sont les coefficients sigma 1, sigma 2, etc. Les deux plus simples, ce sont le premier et le dernier. Sigma 1, c'est toujours la somme des racines. Donc cela est tout à fait simple. Et sigma n,
c'est toujours le produit des racines. Donc cela aussi, c'est très simple. Par contre, il n'est pas forcément très compliqué de comprendre à quoi vont être égaux les autres, mais l'une des difficultés, c'est de l'écrire correctement avec un symbole somme et un symbole produit. Donc si je repars sur sigma 2, j'ai des produits de deux termes, où les deux indices vont prendre toutes les valeurs possibles, distinctes bien sûr. Donc je peux prendre 1 et 2, 1 et 3, jusqu'à alpha 1 fois alpha n, et puis ensuite j'ai les termes en alpha 2 fois alpha 3, jusqu'à alpha 2 alpha n, et puis j'ai les termes qui vont être en alpha 3 quelque chose, donc alpha 3 alpha 4, jusqu'à alpha 3 alpha n, et pour finir, le seul terme qui commencera par alpha n-1, qui sera alpha n-1 alpha n. Maintenant, il faut savoir écrire ce sigma 2 avec des symboles somme et produit de manière rigoureuse. Nous voyons que nous avons une somme, et que dans cette somme, tous les termes sont de la forme alpha i fois alpha j. Si vous avez compris un peu la logique de l'ordre dans lequel j'ai écrit ces termes, vous voyez qu'ici, i va aller de 1 jusqu'à n, moins 1, en étant strictement plus petit que j, et j, lui, va aller de 2 jusqu'à n. Donc cette somme, son écriture correcte, c'est celle-ci. Je prends tous les couples ij possibles entre 1 et n, avec i strictement plus petit que j, ce qui me garantit que i va être différent de j, et cela s'écrit somme pour les 1 inférieur ou égaux à i, strictement plus petit que j, inférieur ou égal à petit n. Ici, je n'ai pas utilisé de symbole produit, car le produit est simple à écrire, il n'y a que deux termes, mais nous pouvons bien sûr l'écrire avec un symbole produit. C'est la somme pour tous les indices I1 et I2 allant de 1 à n avec I1 strictement plus petit que I2, du produit pour k allant de 1 à 2 des alpha I indice k. Alors c'est la forme la plus générale que l'on peut donner ici pour l'expression de sigma 2. Donc ici, je peux écrire que sigma 2, c'est donc égal à cette expression. Et nous allons faire la même chose avec les autres sigma. Donc de manière générale, si k est supérieur ou égal à 2, sigma k est une somme de produits de termes en alpha quelque chose. C'est sigma k, donc des termes de degré k, c'est-à-dire que dans ce produit, il va y avoir k termes, donc un produit pour j allant de 1 à k. Les alphas, nous allons les numéroter i indice j, comme dans ce qui se trouve dans la page en bas à gauche. Quels sont ces indices ? Eh bien, ce sont toutes les manières possibles de choisir k indices différents entre 1 et n. Non, je vais écrire un peu mieux mon petit k, hop. Voilà. Donc voici l'expression générale de sigma k. C'est la somme sur tous les k-uplets possibles d'indices de 1 à n où les k coordonnées sont différentes du produit pour j allant de 1 à k des alpha ij. Donc nous avons bien maintenant donné les relations coefficients racines dans le cas général et l'expression générale des sigma k. À nouveau, ces formules ne sont pas à connaître par cœur, mais vous devez pouvoir les retrouver relativement vite, et pour que cela soit possible, il faut bien avoir compris la démarche derrière, donc je pense qu'il est important de savoir le refaire à la main pour le cas où le degré est égal à 3 ou à 4 par exemple, et une fois que vous avez pu le refaire pour 3 ou 4, on retrouve assez facilement les formules dans le cas général. Nous allons terminer par un exemple d'application de ces relations coefficients racines. Nous allons résoudre le système S d'inconnus qui est un triplet XYZ de complexe. Le système est le suivant, la somme des XYZ vaut 3, la somme de leur carré vaut 11 et la somme de leur cube vaut 27. Alors vous reconnaîtrez peut-être le même type d'exercice que nous avons fait dans le chapitre sur les complexes, mais avec 3 variables au lieu de 2, 3 complexes XYZ au lieu de 2. Ici, nous voyons tout de suite que sur la première ligne, nous avons la somme de XYZ, c'est-à-dire sigma 1. Or, d'après ce que nous avons vu, si nous connaissons en XYZ, si nous connaissons sigma 1, sigma 2, sigma 3, nous allons pouvoir donner un polynôme dont les racines seront exactement XYZ, et donc nous pourrons résoudre notre système S.
Par contre, les deuxième et troisième lignes de ce système ne font pas intervenir directement sigma 2 et sigma 3. Mais ce sont tout de même des polynômes de degré 2 et de degré 3 qui sont symétriques en x, y, z. Dans les deuxième et troisième lignes, ainsi que dans la première d'ailleurs, x, y, z jouent des rôles tout à fait symétriques. Alors il existe un théorème qui exprime que tout polynôme symétrique en 3 variables peut être exprimé comme une combinaison linéaire des polynômes symétriques de base, c'est-à-dire les sigma 1, sigma 2, sigma 3. Et ce résultat est vrai quel que soit le nombre de complexes. Si vous avez n complexes x1 jusqu'à xn, tout polynôme symétrique en ces n complexes peut s'exprimer comme combinaison linéaire et produit d'ailleurs aussi des différents polynômes sigma 1, sigma 2 jusqu'à sigma n. Il existe d'ailleurs un algorithme qui est détaillé dans le PDF du cours qui permet à partir d'un polynôme symétrique de trouver une expression de ce polynôme en fonction des sigma i. Cet algorithme est tout à fait hors programme, nous l'avons mis dans le PDF uniquement par curiosité pour un résultat à caractère culturel. Il est hors programme et en plus, il ne donne pas forcément la décomposition la plus simple. Il se trouve qu'en dans les exercices que vous rencontrerez en prépa, il sera déjà assez rare que vous ayez ce type d'exemple comme ici avec 3 complexes. Par contre, avec 2, ce sera fréquent. Avec plus que 3 complexes, ce sera vraiment exceptionnel. Je ne suis pas sûr d'en avoir déjà rencontré dans des exercices concrets. Et les polynômes symétriques qu'on va vous donner seront toujours relativement simples. Vous voyez qu'ici, ils sont simples. x2 plus y2 plus z2. Ou le même avec des cubes. Donc, nous n'aurons pas à utiliser d'algorithme. En gros, nous allons procéder un peu à l'intuition en tâtonnant et il sera toujours relativement simple d'exprimer ces polynômes en fonction des polynômes symétriques. Donc faisons-le ici sur cet exemple. Ce que nous voulons donc, c'est exprimer pour commencer x carré plus y carré plus z carré en fonction de sigma 1, sigma 2, sigma 3. Donc un point de départ intéressant, évidemment, c'est de partir de x plus y plus z, de le mettre au carré, et cela va bien faire apparaître la somme des carrés, mais cela fait aussi apparaître les doubles produits, c'est-à-dire x fois y plus x fois z plus y fois z. Cette relation, c'est exactement écrire que x carré plus y carré plus z carré est égal à x plus y plus z, le tout au carré, moins 2 fois xy plus xz plus yz. Mais x plus y plus z, c'est sigma 1, et xy plus xz plus yz, c'est exactement sigma 2. Donc notre seconde ligne va se réécrire sigma 1 carré moins 2 sigma 2 est égal à 11. Nous allons faire le même genre de choses avec la troisième ligne. Cette fois-ci, au lieu de partir de x plus y plus z, le tout au cube qui promet d'être un peu long, je préfère partir de x plus y plus z fois ce que nous avons obtenu à la seconde ligne, c'est-à-dire fois x carré plus y carré plus z carré. L'autre méthode que j'ai citée avant marcherait aussi, donc après chacun va tâtonner un peu pour faire réapparaître les termes qui nous conviennent en fonction des polynômes symétriques. Alors si je développe le produit que j'ai mis ici, j'obtiens x au cube plus xy2 plus xz2 plus y au cube plus yx2 plus yz2 plus z au cube plus zx2 plus zy2. Dans cette expression, je constate qu'il y a des termes que je sais déjà exprimer en fonction des polynômes symétriques. Ce sont ces deux termes-là, puisque le premier ce n'est rien d'autre que sigma 1, et le second, nous venons de l'exprimer dans l'étape précédente. Il y a bien sûr les termes que je cherche à exprimer en fonction des sigma i, et puis il me reste tous ces termes-là, qui eux par contre ne sont pas exprimés en fonction des polynômes symétriques. Alors cette quantité, je vais l'appeler grand A, et je vais essayer de l'exprimer comme il faut. Alors ce terme grand A, je vois qu'il comporte deux termes en x carré. Je les rassemble et je vais mettre x en facteur ici. Donc j'obtiens xy plus xz. Il y a aussi deux termes en y carré que je rassemble et je mets y en facteur dedans. Il y a donc y facteur de xy plus
ZY, que j'aurais pu écrire YZ pour conserver l'ordre alphabétique. Et il y a deux termes en Z carré que j'écris Z facteur de XZ plus YZ. Alors je vois que dans les trois parenthèses, c'est presque sigma 2, mais à chaque fois il manque un terme. Donc à chaque fois, je vais rajouter ce terme. Donc ici, je vais rajouter le terme YZ. Et puis je le renlèverai à la fin pour compenser. Donc là, je vais avoir XY plus YZ plus XZ. Et dans le dernier terme, plus Z facteur de XZ plus YZ plus XY. Si je fais le bilan des termes que j'ai rajoutés et qu'il me faut enlever, eh bien, j'observe que je vais devoir enlever 3 fois XYZ. Dans le premier terme, j'ai rajouté XYZ. Dans la seconde parenthèse, j'ai finalement aussi rajouté XYZ, etc. Et maintenant, les trois parenthèses contiennent exactement la même chose, donc je peux factoriser. Je vais avoir XY plus XZ plus YZ, facteur de X pour la première parenthèse, plus Y pour la seconde, plus Z pour la troisième, et enfin donc toujours moins 3 fois XYZ. Et donc grand A, j'ai réussi à l'exprimer en fonction de trois polynômes symétriques, enfin de plusieurs polynômes symétriques, pardon. C'est sigma 2 fois sigma 1 moins 3 fois sigma 3. Donc si je réutilise ce que j'ai obtenu à gauche, j'ai obtenu que x cube plus y cube plus z cube était égal à sigma 1 fois x carré plus y carré plus z2, c'est-à-dire sigma 1 carré moins 2 fois sigma 2, moins grand A, c'est-à-dire moins sigma 2 sigma 1 plus 3 fois sigma 3. Donc mon système S serait écrit de la manière suivante. J'ai sigma 1 égale à 3, sigma 1 carré moins 2 fois sigma 2 égale à 11, et pour finir, donc sigma 1 fois sigma 1 carré moins 2 sigma 2 moins sigma 2 sigma 1 plus 3 fois sigma 3 égale à 27. Donc la première ligne, évidemment nous la gardons telle quelle, sigma 1 est égal à 3. Dans la deuxième, nous obtenons sigma 1 carré égale 9 que nous passons à droite, donc nous avons moins 2 sigma 2 égale 2, donc sigma 2 est égal à moins 1. Et dans la troisième ligne, nous obtenons donc ici 11, donc sigma 1 fois 11, c'est 33, alors je fais un petit brouillon ici, j'obtiens 33, moins sigma 2 fois sigma 1, eh bien cela c'est plus 3. J'enlève 27 et cela doit me faire moins 3 fois sigma 3. Donc, si je ne me suis pas trompé, je vais obtenir sigma 3 égale à 36 moins 27, 9, divisé par moins 3, moins 3. Donc voici mon système S. Et maintenant, grâce aux relations coefficient-racine et avec le même principe que dans le chapitre sur les complexes en degré 2, cette dernière formulation, elle est équivalente à dire que x, y, z sont les trois racines du polynôme x3 moins sigma 1 x2 plus sigma 2x moins sigma 3, ce qui est ici le polynôme x3 moins 3x2 moins x plus 3. Donc ce dernier polynôme, il est de degré 3, donc il faut trouver une racine évidente. Ici, il est clair que 1 est racine évidente, donc il se factorise par x-1. Vous pouvez appliquer l'algorithme de Hörner, après ça se factorise un peu de tête. Pour obtenir le terme en x cube, je dois mettre x carré. Ici, ça me fait moins x carré, j'en veux moins 3, donc j'en renlève 2, ça me fait plus 2x, il faut en enlever 3. Donc je vais mettre plus 3. Non, moins 3, pardon, puisqu'il faut en enlever 3, et normalement, ça devrait être tout bon, moins 1 fois moins 3 égale 1. Ce polynôme-là, est-ce qu'il a une racine évidente? Il semblerait bien que moins 1 est racine évidente, donc nous avons x moins 1 fois x plus 1, et nécessairement pour que les coefficients constants s'accordent, ce sera x moins 3.
Est-ce que 3 est bien racine? 9 moins 6 moins 3 égale 0. Oui, c'est bon, nous avons une racine. Donc nous pouvons donner l'ensemble des solutions. Il est souvent casse-pied de donner cet ensemble de solutions. L'ensemble des solutions, ce sont tous les triplés x, y, z, où l'une des trois valeurs vaut 1, l'autre vaut moins 1, l'autre vaut moins 3. Une manière élégante et agréable de l'écrire est la manière suivante. L'ensemble des solutions, c'est l'ensemble de tous les triplés x, y, z dans C3, tel que l'ensemble x, y, z est égal à l'ensemble 1, moins 1, 3. Alors en effet, ceci, de manière très courte, vous donne l'ensemble de tous les triplés. Pour que l'ensemble x, y, z soit égal à l'ensemble 1, moins 1, 3, nécessairement, x prend l'une des trois valeurs, y prend l'une des deux qui restent, et z prend la dernière. Il n'est pas possible d'écrire ce genre de choses si une racine est double, parce que là, je vous laisse y réfléchir, mais ça ne peut pas marcher. Ici, nous avons trois racines distinctes, donc cette écriture marche très bien. Voilà, donc avec cet exemple, nous achevons cette vidéo.